2 semaines après la conférence AWS re:Invent à Las Vegas, on a tendance à penser que le rythme des nouveautés AWS va ralentir quelques semaines, mais ce n'est évidemment pas le cas. Parmi les 97 annonces des 15 derniers jours, j'ai retenu pour vous des nouveautés sur Amplify, un nouveau service aussi pour aider les développeurs à gérer l'ensemble des services connexes à leur code. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Puis il va y avoir des changements sur Amazon S3 au printemps prochain, mais on vous prévient 3 mois à l'avance pour vous permettre d'ajuster vos applications si jamais c'est nécessaire. On parlera enfin de cartographie avec des nouveautés côté Amazon Location Service et des cartes en open source. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans cette année qui se termine, un nouveau podcast comme tous les vendredis matins. Merci de nous écouter, de vous être abonné dans vos applications de podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe et non pas des meilleurs parce que j'ai cité les meilleurs déjà. Une semaine sur deux, vous le savez, nous revenons sur les nouveautés des 2 dernières semaines. Il y a eu beaucoup de nouveautés annoncées il y a 2 semaines puisque c'était la conférence AWS re:Invent à Las Vegas. Je vous ai fait 3 épisodes du podcast enregistrés sur le plateau à Las Vegas, à la source directement. Alors c'était des podcasts relativement courts, comme d'habitude, 15 20 minutes, donc forcément ils étaient biaisés, forcément on n'a pas parlé de tout. Retournez sur le blog AWS News si vous voulez avoir l'essentiel de l'ensemble des nouveautés présentées à re:Invent. La semaine passée, on parlait de l'architecture du PMU et cette semaine, on va parler des nouveautés AWS depuis la fin de re:Invent, depuis ces 2 dernières semaines. Eh bien, vous n'allez pas me croire, j'ai pris la page, le flux RSS AWS News, 97 annonces en 2 semaines après re:Invent, après les grosses annonces. Alors certaines sont des annonces qui n'ont pas pu être faites à re:Invent, qui ont été un peu décalées. Et puis le reste, c'est business as usual, c'est un nouveau service disponible dans une nouvelle région, c'est Outpost qui débarque dans un nouveau pays, etc. Beaucoup de nouveautés incrémentales. Et comme d'habitude, j'essaye de non pas vous les résumer parce que 97 c'est pas possible, mais en tout cas de mettre sur le devant de la scène quelques-unes de ces nouveautés qui sont susceptibles de vous intéresser, vous qui écrivez du code, vous qui managez des infrastructures, vous qui avez les mains dans le cambouis, comme j'aime bien dire, vous qui avez les mains sur la console ou sur le clavier. La première nouveauté que j'ai flaguée cette semaine, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est une annonce en avance, une pré-annonce d'un changement de sécurité sur Amazon S3, puisqu'à partir du mois d'avril, les buckets S3 ne pourront plus être en public access. Donc laissez-moi redéfinir ça. Les buckets S3 auront l'option block public access activée par défaut, et puis aussi les anciennes access control list, les ACL, seront désactivées pour les nouveaux buckets. Évidemment, pour vos buckets existants, on va rien changer, ça pourrait casser vos applications, donc on va pas faire ça. Mais si vous créez un nouveau bucket S3 à partir d'avril 2023, donc dans 3 mois, le block public access sera activé par défaut et il n'y aura plus d'ACL. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est l'impact pour vous ? Amazon S3 a toujours été sécurisé par défaut, mais pour vous aider à contrôler cette sécurité, depuis quelques années déjà maintenant, il y a un bouton global qui dit Block Public Access. Quand vous activez ça, il n'y a pas moyen de rendre les données du bucket public, même si vous avez créé une ACL ou des permissions IAM derrière, eh bien le bucket restera privé. Cette option va devenir par défaut maintenant sur les nouveaux buckets que vous créerez à partir d'avril 2023. Ça veut dire que si vous avez vraiment un use case où vous avez besoin d'avoir un bucket dont les données sont publiquement accessibles sur Internet, ce qu'on ne recommande pas vraiment, vous devrez aller désactiver cette option et donc prendre un step proactif, une étape, une activité proactive de votre côté. Les ACL, c'est quoi ? Les ACL, c'est le premier moyen qu'il y avait de contrôler les accès sur Amazon S3. Souvenez-vous, Amazon S3 est assez vieux, 16 ans, il y aura 17 ans, même si je compte bien au moment où cette fonctionnalité sera disponible. Et depuis, IAM est passé par là. Et maintenant, la bonne manière de gérer des sécurités sur S3, c'est d'utiliser des politiques, soit au niveau du bucket, soit au niveau des entités qui accèdent à votre bucket, comme les rôles,
rôles ou les users ou les groupes IAM et de définir vos politiques d'accès dans IAM. Ceci dit, pour des raisons de compatibilité, les ACL, les Access Control List étaient toujours là et donc aujourd'hui, savoir si vous avez accès à un bucket S3 ou pas, c'est la somme l'union plutôt, ou l'intersection, je devrais dire, en termes d'ensemble, des politiques qui sont sur IAM et des politiques qui sont sur ACL. Les ACL ne seront plus, pour les nouveaux buckets en tout cas, se créer à partir d'avril 2023. Donc si vos applications utilisent des ACL aujourd'hui dans vos codes qui créent des buckets, dans les templates CloudFormation ou dans le CDK, il est temps de changer ça et d'arrêter d'utiliser des ACL. Donc c'est une notice en avance, elle est sur le blog de Jeff Barr, c'est Jeff qui a fait un petit billet cette semaine pour vous expliquer ce qui va changer, comment ça va changer. Vous avez 3 mois pour changer vos applications. Rassurez-vous, pour la plupart d'entre vous, ça va absolument rien changer. AWS Amplify, c'est un de mes services favoris. C'est un ensemble de librairies à utiliser dans les applications clientes, web et mobiles. Il y a Amplify pour JavaScript, en React, React Native, et puis les applications web également. Et puis il y a Amplify pour Vue, pour Flutter, il y a Amplify pour Swift, pour iOS et macOS. Et puis il y a Amplify Android. Et bien c'est Amplify Android qui a une sérieuse mise à jour. Il passe à la version 2, avec quelques gros changements et des simplifications au niveau de l'authentification, essentiellement de la fédération d'authentification. Si maintenant vous faites de la fédération d'authentification avec des login with Facebook, login with Google, login with Amazon, vous pouvez directement fédérer avec le token que vous avez reçu depuis Google ou depuis Facebook dans votre code et lancer la fédération d'identité directement dans votre code Kotlin. Quelques nouveautés sur le stockage également, les transferts de données depuis S3 avec plus de facilité pour gérer les transferts dits déconnectés. Donc vous savez, vous lancez une tâche de transfert, elle s'exécute en tâche de fond, et puis vous devez mettre à jour une interface graphique, ou vous devez pouvoir interrompre le transfert à un moment donné. C'est plus facile maintenant, avec notamment une nouvelle API GetTransfer qui vous donne tous les transferts en tâche de fond qui sont en cours, et puis des escape hatch. Amplify ne couvre pas la totalité des services AWS, on parle d'S3, de Cognito, d'AppSync en général. Si vous avez besoin d'utiliser d'autres API, vous pouvez directement accéder au SDK Kotlin sous-jacent à Amplify. Donc si vous développez des applications Android avec le cloud, jetez un coup d'œil à Amplify Android V2, et la version JavaScript est améliorée également, elle passe à la version 5 avec également des améliorations côté stockage, notamment de la pagination. Quand vous listez des objets sur S3, la pagination est maintenant reportée au niveau Amplify, et puis des nouveautés sur le data store également, avec la possibilité de faire du lazy load, donc de charger en background, en tâche de fond automatiquement des listes de données et les afficher à la demande. Grosse nouveauté pour moi dans JavaScript version 5 pour Amplify, c'est le support des comment on appelle ça, des in-app messaging, des notifications intra-app. Donc la possibilité pour un composant, une view par exemple, d'envoyer une notification à un autre composant pour remettre à jour l'interface graphique par exemple. Allez jeter un coup d'œil dans la documentation, c'est dans les notes du podcast. Code Catalyst est annoncé en preview. Ça a été fait le dernier jour de reInvent, le 1er décembre, ou l'avant-dernier jour de reInvent, et j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler. Et on va aller beaucoup plus en détail. Je suis en train de préparer un épisode entier sur Code Catalyst, donc là j'ai juste envie de vous donner envie d'écouter le prochain épisode. Mais Code Catalyst, c'est un nouveau service qui permet à des équipes de développement de mettre en place tout l'environnement de développement très facilement, et puis d'avoir un environnement de développement. Alors c'est quoi un environnement de développement? C'est pas uniquement des IDE et des templates de code, mais il faut également un système de gestion des tickets, un issue management service, il faut une chaîne de CI/CD, il faut un code repo, et c'est ce que Code Catalyst vous permet de faire. Donc il vous permet de créer à partir de templates, et là on appelle ça des blueprints. Première fois que j'ai vu un blueprint, je me suis dit ok, c'est un template de code, et puis je suis parti sur une application SAM ou web, etc. Mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est tout l'environnement avec tous les outils dont on a besoin, nous, en tant que développeurs, pour démarrer un projet. Donc quand je crée un projet Code Catalyst, ça me crée un système de ticketing, un système de gestion des utilisateurs pour pouvoir inviter
des développeurs à mon projet. Ça intègre des repos de code source existants ou ça m'en fournit un. Ça me génère un code pipeline, un déploiement pipeline pour du CI/CD pour pouvoir faire de l'intégration continue et du déploiement continu. Ça me donne également des IDE dans le cloud si je veux utiliser Cloud9, ou ça s'intègre évidemment avec mes IDE. On supporte la famille d'IntelliJ, donc JetBrains notamment, enfin de la famille JetBrains plutôt, donc IntelliJ, PyCharm et les autres, et puis on supporte Visual Studio Code également. Donc si vous développez des projets, jetez un coup d'œil à Code Catalyst parce que ça risque de vous simplifier la vie en vous fournissant cet environnement intégré qui vous permet à la fois de gérer votre code source, vos déploiements, vos pipelines de CI/CD, votre gestion des issues, des tickets, des bug reports, la gestion des utilisateurs et des IDE, tout ça dans un même service. C'est en preview pour le moment. Il y a un blog post de mon collègue Steve Roberts qui vous explique comment démarrer avec Code Catalyst. Et je vous l'ai dit, je suis en train de préparer un épisode du podcast en français. Ça sera probablement fin Q1. Pourquoi fin Q1 ? Parce que le temps qu'on se l'approprie nous aussi, qu'on joue avec, qu'on ait un retour d'expérience un peu significatif et pas juste lire les annonces marketing dans le podcast, mais vraiment avoir un retour d'expérience détranché des gens qui l'ont utilisé. Ça sera dans le podcast AWS en français pour fin Q1, début Q2 l'année prochaine. Dernière nouveauté avec j'allais dire un petit service, mais c'est pas un petit service, ça s'appelle Amazon Location Service, mais c'est un service qui est pas tellement connu. C'est un service de cartographie. Si vous avez besoin d'intégrer des données de cartographie dans vos applications, soit pour afficher des cartes, soit pour faire du routage, soit pour faire ce qu'on appelle du geofencing, donc recevoir des alertes si jamais des objets que vous suivez quittent ou rentrent dans des zones géographiques prédéterminées, vous pouvez utiliser tout ça dans la sécurité de votre compte AWS sans utiliser et partager des données avec des fournisseurs de cartes externes. Eh bien, Amazon Location Service utilise des services de cartes comme celui de Here ou Esri par exemple, et nous ajoutons aujourd'hui Open Data Maps, donc un autre fournisseur de cartes bien connu, open source, géré par la communauté notamment. Donc qui est une nouvelle source de data dans Amazon Location Service. Et donc avec Open Data Map, vous développeurs, vous pouvez intégrer des cartes OSM c'est OpenStreetMap, pardon, des cartes OSM dans vos applications web ou mobile. Et puis j'ai repéré l'info sur un site de news qui s'appelle Gizmodo également. Amazon et Meta et Microsoft et un quatrième qui est TomTom, le leader ou l'ex-leader de la navigation par GPS, fondent ensemble une fondation qui s'appelle Ouverture Maps, qui est sous l'égide de la Linux Foundation. Donc c'est un des projets de Linux Foundation, qui est une fondation open source dont l'objet est le partage et la collaboration sur des données de cartographie, aussi bien pour construire que pour vérifier la qualité, fournir des données structurées liées à la cartographie, comme les points d'intérêt par exemple. Le tout en open source. C'est une nouvelle fondation sous l'égide de la Linux Foundation, et les founding members, les membres fondateurs, sont TomTom, Microsoft, Meta, donc Facebook, et Amazon. C'était la dernière nouveauté AWS de cette semaine que j'ai attrapé pour vous, que j'ai listé pour vous. Il y en a d'autres, 97 sur les 2 dernières semaines depuis AWS Reinvent. Je vous laisse digérer tout ça. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. La semaine prochaine, mes invités, on parlera de Jagi. C'est une nouvelle mutuelle. Comment on crée une mutuelle from scratch et pourquoi on décide de mettre son système informatique dans le cloud. On répondra à ces questions la semaine prochaine, vendredi matin, avec mes invités. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.